Malgré tous nos efforts pour mieux la comprendre, la Terre demeure entourée de mystères. Sa surface, formée pendant quelques 2,5 milliards d'années, est un gigantesque assemblage de différents types de roches. Et leur histoire est enfermée dans un code pratiquement indéchiffrable. Nous savons peu de choses sur l'origine de ces roches, sur les raisons pour lesquelles elles se trouvent à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais le plus mystérieux est leur relation avec les forces sous-jacentes qui s'exercent à l'intérieur de la Terre. Sous sa croûte extérieure rigide, la Terre est en ébullition permanente. Habituellement, seuls des signes subtils des forces terrifiantes qui sont emprisonnées peuvent être observés. Mais il arrive aussi parfois que la roche brûlante sous-jacente perce la croûte, transformant totalement le paysage environnant. Bien comprendre le mécanisme des forces qui s'exercent à l'intérieur du globe demeure l'un des grands défis que s'efforce de relever la science moderne. Car non seulement ces forces ont contribué à former la croûte terrestre, mais elles ont aussi une énorme influence sur la vie des hommes. Au cours des millénaires, des millions d'êtres humains ont été tués par les tremblements de terre et par les éruptions volcaniques, qui sont la manifestation externe de la turbulence intérieure de la Terre. Toutes sortes de fables ont été inventées pour tenter d'expliquer ces phénomènes. Les Romains croyaient que les volcans étaient l'œuvre de Vulcain, le dieu du feu, dont les forgerons étaient supposés travailler sous le mont Etna. Les éruptions étaient les étincelles produites par son enclume quand il forgeait ces gigantesques coups de tonnerre. Les tremblements de terre étaient attribués aux colères de Neptune, le dieu de la mer. Des siècles plus tard, on attribuait encore les séismes à la colère divine. C'était la punition que Dieu infligeait à notre univers de pécheurs. De nos jours, les séismes continuent à faire d'innombrables victimes. L'un des plus meurtriers de ces dernières années a été le tremblement de terre qui dévasta soudainement l'Arménie en décembre 1988. Il devait faire plus de 25 000 morts et plus de 500 000 sans-abri. Les éruptions volcaniques peuvent elles aussi survenir à l'improviste. En 1973, une éruption qui eut lieu dans l'île de Heimaey, en Islande, ensevelit son port sous un linceul de cendres. Il fut pratiquement détruit en quelques heures seulement. On avait cru que le volcan responsable était éteint depuis longtemps. Notre incapacité à prédire ce genre d'éruption illustre bien notre ignorance des mécanismes terrestres. Mais cela n'est pas surprenant si l'on considère que le diamètre de la Terre est de plus de 14 000 km. Vue depuis l'espace extra-atmosphérique, la Terre peut paraître calme et tranquille, mais sa surface n'est qu'une mince peau extérieure. Mais si on la retire, on peut voir la couche de magma à demi fondu qui forme le manteau sous-jacent et sur lequel se trouve la masse métallique formant le noyau central. Plus on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, et plus la chaleur augmente. À l'intérieur du noyau central, la température dépasse 8000 degrés centigrades. Le manteau est constamment en mouvement, alors que les roches brûlantes remontent à la surface, se refroidissent et redescendent. Mais la Terre n'est pas uniquement une chose effrayante. Elle présente aussi d'autres facettes. Si l'on s'enfonce dans ces profondeurs, on découvre que l'écorce terrestre renferme aussi des quantités de trésors. Les pierres précieuses et les minerais qui se cristallisent là où le magma en fusion ressort dans les parties moins chaudes de la croûte terrestre sont les aspects positifs de la turbulence interne de la Terre. Il existe une extraordinaire variété de cristaux. Les civilisations tout entières ont été fondées grâce à la richesse qu'ils représentent. Tous les minéraux, les minerais et le pétrole indispensables à notre existence ont été formés par les forces gigantesques qui s'exercent dans les entrailles de la Terre. Mais bien que nous creusions de plus en plus profondément dans la croûte terrestre, nos connaissances sont encore très limitées sur ces processus.
Il nous faudra parvenir à mieux comprendre les forces qui l'ont formé au cours de sa longue et complexe histoire si nous voulons en retirer davantage de bénéfices. Les scientifiques ont développé toute une gamme de techniques pour sonder les roches qui forment la croûte terrestre. Ce spectromètre à laser permet de déterminer l'âge des roches avec une bien plus grande précision que précédemment. Bien comprendre l'enchaînement des événements qui se sont produits depuis les tout débuts de la formation de la Terre est la clé qui permettra de résoudre ce mystère. Ces roches, qui se trouvent sur la côte ouest de l'Écosse, ont été formées il y a 460 millions d'années. Le docteur Brian Black de l'Université de Glasgow a découvert qu'au commencement, elles se trouvaient dans un emplacement très différent dans les profondeurs de l'océan. Ces roches sont des coulées de lave sous-marine. En se solidifiant sur le fond de l'océan, la lave y a acquis la texture particulière que l'on peut observer ici. Mais comment se fait-il qu'un fond marin se trouve maintenant sur la Terre? Il y a encore très peu de temps, personne ne pouvait expliquer comment certaines parties de la croûte terrestre avaient pu se déplacer ainsi. Mais la théorie de la tectonique des plaques, qui fut à ses débuts très controversée, nous fournit la clé du mystère. En relevant la position des séismes et des volcans, on a découvert qu'ils suivent des lignes qui divisent l'océan en dalles gigantesques appelées plaques. Ces plaques se déplacent constamment et leurs mouvements ont totalement transformé la surface de la Terre. On sait maintenant que les continents de l'hémisphère sud formèrent à une époque reculée un continent unique, le Gondwana. Des fragments s'en détachèrent au cours de millions d'années et s'éloignèrent les uns des autres, certains parcourant des milliers de kilomètres pour donner au monde la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. Et la surface de la Terre ne cesse d'ailleurs de se modifier. Il est certain que dans quelques millions d'années, elle présentera un visage tout à fait différent aux planètes voisines. Le mouvement complexe des plaques explique comment les laves océaniques en sont venues à occuper leur position actuelle. Généralement, ce type de plaque océanique ne chevauche pas la plaque terrestre. Elle s'enfonce au contraire sous le talus continental. Mais il arrive cependant qu'elle perde le nord et qu'elle se mette à chevaucher la surface continentale. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Un fragment de croûte océanique chevauche une plaque continentale. Et la dérive des continents peut expliquer de nombreux autres phénomènes géographiques. Dans certaines zones, des continents entrent en contact et leur collision donne naissance à des chaînes de montagnes. Ces collisions expliquent aussi l'aspect torturé de nombreuses roches compressées et déformées par les mouvements internes de la croûte. Là où ces mouvements ont produit de très fortes tensions internes, la croûte se fend le long des lignes de faiblesse et forme des failles qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. La faille du Great Glen en Écosse se prolonge jusqu'en Nouvelle-Écosse, de l'autre côté de l'Atlantique. D'autres plaques ont été transportées d'un type de climat à un autre. Ces roches furent à une époque éloignée les dunes de sable d'un désert, à l'époque où la Grande-Bretagne se trouvait à la même latitude que celle du Sahara actuel. Leur passé est gravé à leur surface. Leur plan de stratification indique la direction du vent qui soufflait alors sur cet ancien désert. Mais qu'est-ce qui peut donc produire le mouvement de ces plaques? La réponse se trouve sur le plancher océanique. On sait maintenant que le fond des mers est constamment remodelé. En bordure de certains océans, le long de la côte sud-américaine par exemple, la croûte océanique s'enfonce sous la plaque continentale et disparaît. Mais sous le centre de l'océan, une nouvelle croûte est formée par l'écartement des plaques océaniques qui, en s'éloignant, favorise la remontée en surface du magma en fusion. En se refroidissant, ce magma forme des crêtes qui forcent les plaques océaniques à s'éloigner encore plus les unes des autres. 60% de la surface solide du globe a été formée par ces magmas provenant des tréfonds du manteau terrestre.
Cela fait partie du grand cycle régénérateur grâce auquel la Terre se renouvelle depuis l'intérieur. Mais non seulement ces crêtes repoussent et éloignent les plaques les unes des autres, mais elles contiennent aussi d'immenses richesses minérales. Des sources d'eau chaude appelées nuages noirs ont été découvertes le long de certaines de ces dorsales. Des animaux exotiques vivent ici et compensent le manque de lumière solaire en absorbant les bactéries qui pullulent dans ces courants chauds. Ces nuages noirs sont formés par l'eau qui s'infiltre dans la dorsale et qui est chauffée par la roche brûlante. Leur couleur d'encre provient des minéraux contenus dans la croûte et que l'eau a dissous et entraînés avec elle. Ces cheminées sous-marines contiennent certains des gisements minéraux les plus purs jamais découverts au cours d'explorations sous-marines. D'énormes problèmes demeurent avant que l'on puisse envisager une extraction commerciale de ces minerais, mais un nouveau programme de recherche pourrait aider à les ramener à la surface. Bridge, la Mid-Ocean Ridge Initiative, a été organisée pour explorer la dorsale mid-atlantique au sud de l'Islande. Ce projet est coordonné par l'IOS ou Institut d'études océanographiques du Royaume-Uni. Plus de 80 scientifiques y prennent part, parmi lesquels des géologues, des chimistes, des physiciens et des biologistes. Ils cherchent à mieux comprendre comment se forme la dorsale et comment elle affecte les roches et les animaux qui y vivent. Mais comment peut-on étudier un fond marin situé à plus de 6000 mètres de profondeur? L'un des appareils que l'équipe du Bridge va utiliser à cet effet est le balayeur radar à longue portée appelé Gloria. Spécialement développé par l'IOS, Gloria peut effectuer en un jour le relevé d'une zone de la taille du pays de Galles. Des ondes sonores sont dirigées vers le fond marin et leur écho produit une série d'images sonores ou sonographes. Ces images sont ensuite assemblées afin d'obtenir une représentation du fond marin. Chaque pièce de ce puzzle fournit des renseignements supplémentaires sur les 3/4 de la croûte terrestre qui se trouve sous le fond marin. Gloria a déjà servi à sonder la dorsale de l'océan Indien qui est en train de s'étendre. Elle a révélé un dramatique panorama de montagnes et de volcans marins dont certains s'élèvent jusqu'à 2 ou 3000 mètres au-dessus du plancher océanique. Pour le nouveau projet, l'équipe du Bridge va aussi utiliser le Toby, le tout nouveau scanner qui est remorqué sur le fond marin. À la différence de Gloria, Toby est immergé et placé juste au-dessus du fond. Le nouveau scanner vient tout juste de rentrer d'un voyage d'essai au large de la côte de Madère. Gloria convient idéalement en reconnaissance à grande échelle. Comment peut-elle être comparée aux images obtenues avec Toby? Ces images sont beaucoup plus détaillées, même pour des cibles d'1 mètre de diamètre. Maintenant, on peut voir clairement tous les détails des coulées de lave. Le pouvoir de résolution beaucoup plus élevé des images produites par Toby devrait permettre à l'équipe de Bridge d'apprendre beaucoup plus de choses sur le paysage sous-marin. Mais l'activité volcanique présente le long des dorsales mid-océanes ne se manifeste pas toujours uniquement sous la mer. Dans certaines zones des dorsales, appelées points brûlants, les forces volcaniques sont si puissantes qu'elles explosent et jaillissent à la surface. L'Islande doit son existence à sa position au-dessus d'un point chaud de la dorsale mid-atlantique. Les éruptions sont plus fréquentes le long de l'énorme fissure qui la partage en son milieu. Alors que la lave remonte à la surface, les deux côtés de la faille s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Un panache sous-jacent de magma brûlant est responsable de l'intense activité volcanique. Entre deux éruptions, le magma s'accumule dans d'immenses chambres souterraines avant d'exploser et de jaillir à la surface.
Ce paysage spectaculaire a été formé au cours des siècles par l'accumulation d'innombrables couches de lave. Dans certaines zones, la poussière volcanique se mélange à de la vapeur pour former des bassins de boue bouillonnante. Ailleurs, des geysers alimentés par la chaleur provenant de la dorsale jaillissent vers le ciel. Des éruptions volcaniques continuent à créer de nouvelles îles au large de l'Islande. L'une des plus célèbres est l'île de Surtsey, qui fit soudainement son apparition en 1963. Mais le point chaud que nous voyons ici n'est que l'ombre de ce qu'il a été dans le passé. Des recherches récentes indiquent qu'il était beaucoup plus actif il y a des millions d'années et qu'il contribuait alors à la formation de bien plus grandes étendues de terre. Sur la côte ouest de l'Écosse se trouvent les restes d'un ancien site volcanique. Fingal's Cave y est l'un des paysages les plus spectaculaires. Ces tuyaux d'orgue ont été produits par la façon dont le magma s'est refroidi en atteignant la surface. Un autre exemple des formes spectaculaires produites par le refroidissement de la lave est la chaussée des géants sur les côtes de l'Irlande du Nord. Jusqu'à cet an dernier, personne ne comprenait pourquoi cette énorme masse de rochers volcaniques avait été formée. Mais le professeur Bob White de l'université de Cambridge pense qu'elle provient de l'activité de points chauds il y a des millions d'années de cela. Ces roches volcaniques ont été formées il y a environ 58 millions d'années, quand l'Atlantique s'est fissuré et qu'un fantastique volume de roches volcaniques a été projeté à la surface. La déchirure s'étend d'ici jusqu'au nord de la Norvège, de ce côté de l'Atlantique, et le long de la côte du Groenland, de l'autre côté. Environ 2 millions de kilomètres cubes de roches se sont déversés de cette manière, et 8 millions de kilomètres cubes supplémentaires ne sont jamais parvenus à la surface. En tout, un total de quelques 10 millions de kilomètres cubes de roches, assez pour recouvrir d'une couche d'1 kilomètre d'épaisseur l'ensemble du territoire des États-Unis. Et cette énorme masse s'est déversée en quelque chose comme 1 million d'années, c'est-à-dire en quelques instants seulement en termes géologiques. L'activité de ces points chauds peut expliquer pourquoi de nombreux autres continents sont entourés de roches volcaniques. L'un des exemples les plus spectaculaires est le plateau du Deccan, en Inde, qui entra en éruption au-dessus d'un point chaud il y a 65 millions d'années, quand l'Inde se détacha des Seychelles. Chaque couche rocheuse représente une éruption distincte. On a de fortes raisons de penser que l'éruption du Deccan occasionna une sévère modification du climat terrestre qui pourrait avoir affecté l'évolution de la vie sur la planète. Ces volcans ont projeté dans les airs d'énormes quantités de poussière, d'acide carbonique et toutes sortes d'autres substances toxiques. Et si ça a détruit la végétation, tous les animaux qui se nourrissaient de cette végétation ont dû mourir aussi. Par exemple, les dinosaures qui se trouvaient au sommet de la chaîne alimentaire ont disparu exactement au moment des éruptions du Deccan. D'autres preuves que le climat peut être modifié par l'activité volcanique nous sont fournies par des éruptions plus récentes. Quand les volcans de Tambora et de Krakatoa en Indonésie entrèrent en éruption au cours du siècle dernier, ils projetèrent d'énormes quantités de poussière dans les airs, masquant la lumière solaire tout autour du globe et produisant de merveilleux couchers de soleil qui ne manquèrent pas d'inspirer de nombreux peintres. Mais les effets de ces éruptions furent désastreux. L'année qui suivit l'explosion du Tambora, on assista à de dramatiques chutes de température et les moissons furent catastrophiques. Bien que de soudaines modifications climatiques soient l'un des aspects négatifs de la turbulence interne de la Terre, elles ont aussi contribué à créer une grande partie des richesses de notre globe. Bien comprendre ce qui se passe dans les autres régions du monde nous aide à localiser la plus précieuse de nos ressources, le pétrole. Le pétrole se forme dans les dépressions de la croûte terrestre appelées bassins sédimentaires qui sont emprisonnés entre des couches de roches sous-jacentes.
Le British Institute Reflection Profiling Syndicate, ou BURPS, a étudié la structure de l'un de ces bassins, celui de la mer du Nord. Bien comprendre comment il s'est formé pourrait aider à localiser de nouveaux gisements dans toutes les régions du monde. L'équipe du BURPS a effectué une série d'essais séismiques dans le but de mieux comprendre l'état de la croûte sous la mer du Nord. Des ondes sonores produites par des canons à air pénètrent le fond marin et sont réfléchies de manière à produire une véritable coupe des structures de la croûte sous-jacente. L'équipe sonda le fond marin beaucoup plus profondément qu'on ne l'avait fait jusque-là, jusqu'à une profondeur de 80 km sous le fond de la mer. Ils découvrirent que la croûte se compose de deux couches bien distinctes. Alors que la couche inférieure est visqueuse comme du caramel, la couche supérieure est fragile et cassante et est sillonnée de failles représentées ici par des lignes diagonales. Ces informations ont permis aux scientifiques de construire un modèle pour expliquer comment la mer du Nord s'est formée. Nous le voyons ici, simulé avec du sable. Il y a quelques 180 millions d'années, la couche visqueuse inférieure de la croûte s'étira et s'amincit. Pendant que la couche inférieure commençait à s'enfoncer, la fragile couche supérieure se fragmenta en blocs qui se redressèrent et s'effondrèrent, formant ainsi une série de petits sous-bassins. Pendant des millions d'années, ces semi-bassins se remplirent de sédiments, représentés ici par du sable rouge. À cette époque, la Grande-Bretagne se trouvait beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui, et la chaude mer tropicale qui baignait ses rivages contenait d'énormes quantités de plancton qui, en mourant, tombaient au fond de la mer où ils se mélangeaient avec les sédiments. Quand finalement la croûte cessa de s'étirer, il y a 150 millions d'années, elle se refroidit et s'affaissa encore davantage. De nouvelles couches de sédiments se déposèrent, recouvrant et enterrant les couches précédentes. Au cours de millions d'années, la matière organique des premiers sédiments fut transformée en pétrole. Une bonne compréhension de la formation des sédiments devrait permettre de mieux prédire les endroits où l'on devrait trouver de nouveaux champs pétrolifères. Des modèles informatisés mis au point par le professeur Nick Kuznir devraient faciliter encore davantage la découverte de nouveaux gisements. En retirant les couches de roches déposées sur les sédiments générateurs de pétrole, le professeur Kuznir peut représenter la mer du Nord telle qu'elle était il y a 150 millions d'années et indiquer avec une précision accrue les endroits où l'on a le plus de chances de découvrir de nouveaux gisements. D'autres recherches effectuées dans une autre région du monde fournissent un moyen encore plus ingénieux d'aborder le problème. Le mouvement incessant des forces qui s'exercent à l'intérieur de la Terre fait que l'histoire ne cesse de se répéter. De sorte que des régions comme la mer du Nord, autrefois instables, peuvent devenir inactives, alors que d'autres peuvent commencer à donner des signes d'instabilité. À l'université de Cambridge, le docteur James Jackson a étudié la mer Égée, qui est aujourd'hui très semblable à ce qu'était la mer du Nord il y a 180 millions d'années. Les terres qui entourent la mer Égée sont très souvent le théâtre de violents séismes qui résultent des mouvements de failles à l'intérieur de la croûte terrestre. En comparant des séismogrammes de vrais tremblements de terre à d'autres simulés sur ordinateur, le docteur Jackson peut déduire la disposition des failles à l'intérieur de la croûte. Ses travaux sur le terrain lui ont appris comment les failles se comportent au cours d'un tremblement de terre, ce qui lui permet de calculer ce qui se passe dans la croûte. D'après les ondes séismiques produites par le tremblement de terre, le docteur Jackson peut dire que les failles s'enfoncent jusqu'à au moins 10 km de profondeur. Et exactement comme ce qui se passait en mer du Nord il y a 180 millions d'années, la croûte s'étire et s'enfonce pour former un bassin, ce qui amène la couche de croûte supérieure à se fragmenter. Sur cette photographie, nous voyons que les champs sont en pente vers la gauche. Ils reposent sur des roches qui étaient au départ horizontales, mais qui maintenant se sont inclinées. Si on fait basculer ces livres, ils pivotent et glissent les uns sur les autres.
Et c'est ce qui se produit au centre de la Grèce. Les travaux du Dr Jackson nous montrent comment le mouvement de ces blocs de croûte ont produit les montagnes et les îles qui sont un trait caractéristique de cette région. Et ce qui est encore plus important, ils peuvent aider à identifier de nouveaux champs pétrolifères dans les anciens bassins comme celui de la mer du Nord. Les plus riches dépôts de pétrole proviennent de matières organiques déposées par des rivières qui, à l'époque, se jetaient dans la mer. En examinant les emplacements où les rivières se jettent dans la mer Égée, le Dr Jackson peut calculer dans quelle mesure elles sont affectées par la disposition des failles. Cette recherche devrait permettre aux scientifiques travaillant dans des anciens bassins comme celui de la mer du Nord d'identifier les emplacements où ont dû se déposer des sédiments générateurs de pétrole. Aussi, bien que nous ne puissions toujours pas prédire les tremblements de terre, ils nous aident à tirer avantage des zones les plus productives de la croûte. Le rapport qui existe entre les séismes et le pétrole démontre les deux aspects de la nature de la Terre qui produit à la fois création et destruction. Les scientifiques comprennent de mieux en mieux les mécanismes de la Terre. Espérons que nous serons de moins en moins affectés par sa turbulence interne et que nous pourrons profiter de plus en plus de ses richesses cachées. La Terre ne cesse de se développer. C'est un gigantesque système autorégulateur qui recycle sans cesse les éléments qui la composent. Nous avons percé certains de ses secrets, mais notre plus grande réussite sera peut-être d'apprendre à respecter la façon dont elle se transforme sans cesse de l'intérieur.